tous, bon dimanche. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. C'est sa première émission sur une chaîne sénégalaise depuis sa prise de fonction en octobre dernier. L'ambassadeur de France à Dakar est de ceux qu'on appelle diplomates de carrière. Son premier poste, c'était déjà à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, le siège du ministère français des Affaires étrangères, dont il a été aussi le porte-parole. On peut également citer son passage au poste de premier secrétaire de l'ambassade de France à Washington avant de devenir consul général de France à New York. Bonjour Philippe Lalliot. Bonjour. Avant le Sénégal, vous étiez ambassadeur de France aux Pays-Bas. Votre carrière, ce sont des pays, des histoires, des cultures différentes. Étiez-vous dépaysé quand vous avez débarqué à Dakar ? J'étais dépaysé, mais je dois dire que je suis un peu un enfant gâté de la République française parce qu'on m'a permis de choisir mon poste quand je suis parti de La Haye. Et vous l'avez rappelé, j'ai passé beaucoup d'années aux États-Unis, presque 8, beaucoup d'années en Europe aussi, à Paris, à Bruxelles et à La Haye. J'ai eu envie de faire quelque chose de différent et surtout d'aller vers un pays qui a une relation très particulière avec la France. Qu'est-ce qui tape le premier dans l'œil quand on débarque ici pour la première fois ? L'accueil, qui est extrêmement chaleureux, extrêmement amical. Je ne le dis pas pour être par flagornerie, pour être gentil, mais c'est vraiment la première impression que j'ai eue, mon premier sentiment. Après, on se rend très vite compte de la densité de la relation entre les deux pays. Il y en a très peu de ce niveau-là dans le monde. Je dirais qu'il y en a à peu près une demi-douzaine. C'est les pays comme le Maroc, comme l'Allemagne. Je ne vais pas tous les citer ici, mais vraiment, ils se comptent sur les doigts d'une main. Ça tient à l'histoire. Ça tient aux hommes aussi, qui font beaucoup de cette relation. Il y a une diaspora sénégalaise en France qui est importante, et beaucoup de Français, une communauté française installée ici au Sénégal. Ça tient aux valeurs partagées, ça tient aussi aux intérêts partagés. Ils sont de différentes natures. Tout ça fait quelque chose de très particulier, je le disais, de très unique. Et pour un diplomate comme moi, c'est une mission particulièrement passionnante parce qu'elle est très diverse, elle est très riche. Et en plus de tout ça, j'ai la chance d'avoir une équipe avec moi à l'ambassade qui est vraiment de très très haut niveau et qui aime ce qu'elle fait et qui aime être ici. C'est en octobre dernier que vous aviez remis vos lettres de créance au président sénégalais Macky Sall, ce qui symbolise le début de votre travail comme ambassadeur de France à Dakar. Quelle est la feuille de route qui a été dressée pour vous par Paris quand vous avez été nommé ambassadeur au Sénégal ? Alors, quand on est nommé ambassadeur, en effet, j'ai présenté mes lettres de créance le 4 octobre, très précisément, et c'est un grand souvenir. C'est que vous le disiez, le début officiel de la mission. On a une règle en France, au Quai d'Orsay, c'est qu'on se laisse entre 3 et 6 mois après le début de la mission pour construire ce qu'on appelle le plan d'action, non pas de l'ambassadeur, mais de l'ambassade. Ce qui laisse le temps de prendre contact et puis de voir un petit peu quelles sont les priorités. Et donc je vais présenter mon plan d'action dans 15 jours à Paris. Donc on a déjà une petite idée de ce que seront les grandes priorités, de ce que sera la feuille de route. Et elle est exactement en fait à l'image de cette relation. Et elle va reprendre assez largement les feuilles de route qui ont été adoptées lors d'un exercice très particulier qui s'est tenu ici mi-novembre, qu'on appelle le séminaire intergouvernemental, qui a permis la visite du Premier ministre français, Édouard Philippe, qui est venu le 17 et 18 novembre dernier, accompagné de 6 membres du gouvernement français. Et je cite ce moment parce que c'est un moment là aussi très spécial de la relation bilatérale. Il y a très peu de pays avec lesquels on a comme ça, chaque année, un séminaire gouvernemental alternativement dans un pays et dans l'autre. Et on a adopté à ce moment-là, les ministres ont adopté 4 feuilles de route. Donc ma feuille de route, mon plan d'action reprend ces 4 grands axes qui en fait traitent de la relation bilatérale dans toutes ses dimensions. L'émergence, c'est-à-dire grosso modo l'économie et les affaires, d'abord, la défense et la sécurité, ensuite, les grands sujets transversaux. Alors c'est une catégorie qui est un peu hybride, on y trouve la santé, l'éducation, la lutte contre le changement climatique, des choses comme ça. On y a ajouté le sport et la culture, qui étaient bizarrement
des domaines, non pas qu'on ne pratiquait pas, mais qui n'avaient jamais été formalisés dans un document officiel comme celui-ci. Et puis il y aura un dernier axe qui correspond à une feuille de route, là aussi adoptée mi-novembre par le Premier ministre et ses homologues sénégalais, qui touche à tout ce qui est la migration et les mobilités. Donc vous voyez, c'est 4 axes, mais qui balaient à peu près tous les secteurs de coopération entre le Sénégal et la France. J'insiste sur un point, c'est qu'il y a très peu de pays au monde où on traite de tous ces sujets quotidiennement dans la relation bilatérale. On a beaucoup de pays où on trouve une dominante. Alors elle peut être de défense et de sécurité, elle peut être économique, elle peut être de différentes natures, mais un pays avec une relation aussi dense, c'est extrêmement rare. Vous oubliez les affaires. Non, j'ai cité, c'est émergence, économie, affaires. C'est la première. La présence massive des entreprises françaises au Sénégal avec un chiffre d'affaires qui tourne autour de 2000 milliards de francs CFA, un métier du budget du Sénégal. Elles sont, les entreprises françaises, dans tous les secteurs, dans le secondaire, dans le tertiaire. Et cela va de l'hôtellerie à l'agro-industrie en passant par les télécommunications. L'exemple de Sonatel et sa marque Orange, détenue en majorité par France Télécom. Et Sonatel, c'est la plus grosse entreprise implantée au Sénégal. Sans oublier la grande distribution maintenant, avec Auchan, Utile et maintenant Carrefour. La conquête économique de la France au Sénégal, elle va se poursuivre, c'est ça? Les liens sont très étroits, particulièrement en matière économique. Pas seulement, on pourra parler de culture après. Vous avez rappelé les chiffres. Sans langage diplomatique, sans langue de bois. Ah oui, sans langue de bois, je vais vous dire ce qu'il en est. Je vais ajouter un chiffre à celui que vous avez donné, à ceux que vous avez donnés, peut-être deux même. C'est 250 entreprises à peu près qui sont présentes ici au Sénégal. Et 30 000 salariés. Et 30 000 salariés. Et donc ça pèse d'un poids particulier, en effet. Ça témoigne de l'attrait qu'exerce le Sénégal sur les entreprises françaises, mais pas seulement. Elles s'installent ici parce qu'elles y trouvent leur intérêt, bien sûr, elles viennent faire des affaires. Elles s'installent ici aussi parce qu'elles trouvent un point d'appui, une porte ouverte sur la région. Le Sénégal, il suffit de regarder une carte, est un des rares États de la région à être parfaitement stable, avec des perspectives économiques très intéressantes, et à permettre, à partir d'ici, de rayonner dans toute la région ou toute la sous-région. C'est ça qui explique la présence des entreprises françaises. Il y a d'autres facteurs qui tiennent à la langue. Il est plus facile pour une entreprise française de s'installer ici que dans un pays avec une langue différente. On a coutume de dire, pour aller dans votre sens et pour résumer, que la France est aujourd'hui, et reste aujourd'hui, le premier fournisseur, le premier investisseur. Le premier partenaire. Le premier partenaire, c'est-à-dire le premier fournisseur, le premier investisseur, le premier bailleur. Alors il y a des concurrents, bien sûr, et je dirais presque heureusement. Et ça, on va l'aborder d'ailleurs. Et heureusement. Et ils sont d'ailleurs de différentes origines. Hein. Les Marocains sont très présents dans la banque et l'assurance, les Chinois, etc. etc. On peut les citer. Ce qui caractérise la présence des entreprises françaises, je dirais, c'est aussi deux choses. La première, c'est qu'elles sont souvent installées depuis longtemps. Elles s'installent dans la durée. C'est-à-dire qu'elles ne viennent pas faire un coup et repartir. Elles emploient beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais. Vous citiez Auchan et Carrefour pour ceux de nos éditrices et auditeurs qui font leurs courses dans ces magasins, ils ont pu s'en apercevoir. Donc ça, c'est la première caractéristique. Ce sont des installations dans la durée, pas pour faire un coup. La deuxième caractéristique, c'est que très souvent, elles font beaucoup d'efforts, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, pour, au-delà de l'activité immédiate, avoir ce qu'on appelle dans le jargon des activités de RSE. Donc beaucoup de leur activité aussi est tournée vers leur environnement de façon qu'elle s'intègre. Et ce n'est pas de la langue de bois. En d'autres termes, j'entends souvent des critiques sur la présence française qu'on jugerait excessive dans ce domaine en particulier. Moi, je réponds une chose très simple, c'est que ça n'est pas une présence de rente. Vous l'avez rappelé, c'est les chiffres de l'emploi localement. Et ça n'est pas une présence de prédation. Les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas là. Il y a des intérêts bien sûr, oui, tout à fait. Elles ne resteraient pas. Chercher du gain. Bien sûr, parce qu'une entreprise va être rentable, sinon elle coule. Donc bien sûr qu'elle est rentable. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être rentable et faire attention à l'environnement dans lequel on se trouve. Et je dirais même de manière plus cynique, la condition de la rentabilité dans la durée, c'est justement de faire cet effort d'emploi local, d'approvisionnement local et d'insertion dans son milieu.
Une dernière chose, c'est pas une présence... c'est non seulement une présence ancienne, mais on voit des nouveaux venus aussi. Vous citiez Auchan et Casino, qui ne sont pas véritablement des nouveaux venus. Carrefour, pardon. Suez. Suez est un nouveau venu. Et on pourrait multiplier les exemples. Moi, je vois... Qui a gagné le marché de l'eau. Tout à fait. Marché, la distribution de l'eau. Moi, je vois beaucoup défiler dans mon bureau des entreprises françaises et des investisseurs français qui sont intéressés à venir. Demain soir, à la Résidence de France, par exemple, j'ai un dîner avec 150 professionnels de l'immobilier. Ils arrivent du sud de la France, de Marseille, et ils viennent ici parce qu'ils sont intéressés à faire des affaires. Et donc on va voir ce qu'il est possible de faire, mais je crois qu'il ne faut pas avoir honte de ces chiffres, hein, loin de là. C'est bon signe. C'est bon signe. Ça montre l'attractivité du Sénégal, ça montre l'intérêt des entreprises françaises pour ce marché, et ça montre des perspectives pour l'avenir qui sont excellentes. De grosses chances pour vous de voir ce chiffre de 2000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé chaque année par les entreprises françaises au Sénégal, avec les parts les plus importantes du bénéfice qui sont rapatriées et au quotidien en France, où se trouvent foncièrement les intérêts du Sénégal dans cette prédominance française dans le tissu économique local. En fait, je dirais pas ça, parce que beaucoup de l'argent est réinvesti ici, en fait. Réinvesti ici. Encore une fois, je crois que il y a cette idée qu'une entreprise, parce qu'elle fait du profit, serait une entreprise prédatrice par définition et par construction. Je crois qu'il faut tordre le cou à cette idée. L'entreprise, elle s'installe ici, et c'est vrai des entreprises françaises comme de toutes les entreprises, je pense. C'est la froide vérité. La froide vérité, c'est que l'entreprise, elle a intérêt à développer son business ici. Ici ou à partir d'ici dans la région. Et donc, elle fait des affaires ici, elle est rentable ici, elle gagne de l'argent ici, bien sûr, parce qu'encore une fois, c'est une condition de sa survie. Si elle ne gagne pas d'argent, elle ferme ses portes et puis c'est terminé. Donc, elle gagne de l'argent ici, mais elle emploie ici, elle recrute ici, elle dépense ici, elle investit ici, et elle développe son activité ici. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de faire en sorte que chacun y trouve son intérêt. Je discutais récemment avec le patron d'Auchan ici au Sénégal, et il me disait qu'il faisait très attention, mais pas par altruisme, il faisait très attention pour développer son business à mettre en place des approvisionnements locaux. Et mieux que ça, en fait, il me dit on est au-delà de l'approvisionnement local. On met en place des filières, on organise des filières qui permettront à nos clients, parce que c'est ce qu'ils nous demandent, de trouver dans nos rayons les produits locaux. Et donc, il fait travailler des gens pour son propre business, et c'est très bien comme ça. Et il va réinvestir comme ça. Et je vous donne l'exemple d'Auchan, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres dans tous les secteurs qui sont les secteurs qui intéressent les entreprises françaises, primaires, secondaires, tertiaires, comme vous le disiez. Quand on développe du tourisme au Sénégal, par exemple, il y a des investissements qui vont être faits en Casamance par le Club Méditerranée, qui va... vous connaissez déjà présent au Cap Skirring. Présent au Cap Skirring, dans un très très bel endroit. Et il va augmenter, l'idée c'est d'augmenter grosso modo la capacité du club de 30%, ce qui signifie des travaux. Et les travaux, ils vont être réalisés par les entreprises locales. Et il me décrivait d'ailleurs, parce que je suis allé les voir, il y avait une partie de l'équipe qui était là. C'est une équipe très internationale, mais dont la majorité des employés sont des employés sénégalais. Et il va développer le tourisme au bénéfice aussi de la Casamance. Ça signifie remplir des vols pour les avions qui amènent les touristes. Les entreprises françaises, je prenais l'exemple du Club Méditerranée, on pourrait continuer sur cet exemple, mais on peut en prendre beaucoup d'autres. Elles ne sont pas hors sol. Elles sont installées ici, et la condition de leur business et de leur survie, c'est justement leur insertion dans le milieu local. Si elles ne font pas ça, elles feront peut-être du business pendant 2 ou 3 ans, et puis après ça sera fini. Si elles veulent se développer, et elles le savent, elles en sont conscientes, c'est en accord avec leur milieu, c'est aussi avec des investisseurs locaux.
Parlant de l'hôtellerie, du tourisme, Oui. la décision du Sénégal de faire revenir l'application du visa à l'entrée, ça gêne la France. C'est pas une décision. Ça a été annoncé, enfin, on a J'ai vu dit en tous la les cas. décision annoncée, j'ai dit, Oui, agitée par le ministre de l'Intérieur, sur notre antenne d'ailleurs. oui, le ministre de l'Intérieur, en effet, a fait des déclarations qui ont été reprises par la presse, mais ça s'est arrêté là, c'est-à-dire que le visa n'a pas été rétabli. Et pour une raison, je pense, assez simple, c'est qu'on a ici, moi je ne suis pas là depuis longtemps, vous le rappeliez, depuis 4 mois, mais on a en mémoire le rétablissement d'un visa il y a quelques années, et ça avait fait chuter le tourisme de manière assez brutale. Donc, lorsqu'on regarde froidement les choses du point de vue de l'économie sénégalaise, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vous en avez discuté avec les autorités sénégalaises? Oui, depuis que ça a été annoncé. Non, bien sûr, moi et puis l'ensemble des services de l'ambassade qui s'occupent de ça. Et c'est l'argument principal qu'on a fait valoir. C'est-à-dire que quel est l'intérêt d'une telle mesure pour le Sénégal? Du strict point de vue économique et du développement du tourisme. Ils vont plus le faire alors Je ne sais pas, ça c'est une décision qui appartient au gouvernement sénégalais, pas à moi. Ce que je sais pour l'instant, c'est que ce qui avait été annoncé ou ce qu'avait laissé entrevoir le ministre de l'Intérieur ne s'est pas concrétisé. Mais ensuite, ce n'est pas à moi de prendre cette décision-là. Mon rôle à moi, c'est simplement, dans mes discussions avec les autorités sénégalaises, elles sont quotidiennes sur ce sujet, mais sur beaucoup d'autres, c'est simplement de leur dire, attention, ça peut avoir des effets pervers, et on en est d'autant plus conscient qu'on a un précédent qui nous montre que ces effets pervers ne sont pas simplement théoriques. L'argument sécurité avait été évoqué. Oui. Permettre de mieux filtrer les entrées au Sénégal, là, dans ce contexte sahélien où la sécurité est une super priorité. Oui. Ça tient, non? Non, bien sûr, ça tient. Mais moi, je ne suis pas en train de dire que c'est une décision qui serait idiote. Loin de moi, ça je n'ai pas cette arrogance-là. Je dis simplement, dans une décision, dans une mesure comme celle-ci, il y a des avantages et des inconvénients. Et il faut simplement bien mesurer les avantages et les inconvénients. J'entends l'argument de sécurité. Je crois qu'il faut aussi entendre l'argument économique. Après, ce n'est pas à moi de prendre la décision. Et la réciprocité, c'est assez paradoxal que vous estimiez que le Sénégal ne serait pas très inspiré de restaurer le visa à l'entrée pour les Européens, les Français notamment. En même temps, pour aller en France, il faut demander le visa, payer au minimum 60 €, demande acceptée ou refusée. Alors, tout à fait. Mais l'argument de réciprocité, moi, il n'a pas été avancé vis-à-vis de moi. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir lu dans les articles. Donc, manifestement, ce n'était pas le principal argument qui était avancé. Sur ce coup, non. Par le ministre de l'Intérieur. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qu'il faut entendre aussi. Mais je vous ferai la même réponse en miroir. C'est-à-dire que quand on prend une décision de cette nature, on est obligé d'arbitrer entre les pour, les contre. Et je dirais presque, en fait, on arbitre entre des mauvaises solutions et on prend la moins mauvaise de toutes. Il se trouve que dans le cas français, en effet, on a un système de visa. On pourra y revenir sur les chiffres, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse certainement beaucoup les auditeurs et les auditrices. Dans le cas français, il est conçu en effet comme un instrument de régulation de la migration. Et j'aurai l'occasion de le redire peut-être si on revient sur ce sujet. L'existence du visa ne signifie pas que la France est un pays fermé. Pas du tout, du tout. Notre objectif, il est double en fait sur ces questions, ce qu'on appelle les questions migratoires dans le jargon. Il y a un premier objectif, et d'ailleurs ce sont deux objectifs partagés avec les autorités sénégalaises. Quand on en parle avec elles, on en parle très souvent. Le premier objectif, il est de lutter contre la migration irrégulière, illégale. Pourquoi? Et pour une raison très simple, c'est qu'on ne veut pas que se multiplient les drames qu'on voit trop souvent au large des côtes mauritaniennes ou marocaines. Il faut lutter avec la plus grande fermeté, la plus grande détermination contre toutes les filières, tous les trafics, tous les criminels qui se rémunèrent en fait sur ces passages et sur ces drames. Et de ce point de vue, on est d'accord avec les autorités sénégalaises. Mais cet objectif-là, il ne va pas sans un autre objectif qui est en fait son pendant et qui est le contrebalance, qui est l'organisation de la migration régulière. La France est un pays ouvert. Je vais vous donner juste un exemple. Deux exemples, deux chiffres. Je ne veux pas abrutir les auditrices et les auditeurs de trop de chiffres, mais grosso modo, on reçoit
65 000 demandes de visa par an. Et je vais vous prendre un exemple, parce que c'est un exemple sensible et auquel on est particulièrement attentif. Les étudiants. On délivre à peu près, et c'est un chiffre assez stable, on a assez forte augmentation, et puis ensuite assez stable dans les 2 dernières années, 4 000 visas étudiants par an. On a 12 000 étudiants sénégalais en France, et on en est ravis, on en est très heureux. Si je regarde les choses de l'autre côté, c'est-à-dire pas du côté français, mais du côté sénégalais, sur la totalité des étudiants sénégalais qui font leurs études à l'étranger, je ne sais pas si vous savez combien il y en a en France, les 2 tiers. Les 2 tiers viennent faire leurs études en France. Et on en est ravis. Mais il faut que ça se passe, pour que ça se passe bien, il faut que ça se passe de manière régulière, c'est-à-dire en respectant un certain nombre de règles qui sont des règles... alors je sais que c'est fastidieux. Un dossier de visa, il y a beaucoup de documents à fournir, mais il faut respecter ces différentes règles, bien fournir les documents, bien constituer son dossier, et ça se passe très bien. Et des demandes qui vous font gagner de l'argent, 65 000 demandes par an, fois 60 €, ça fait près de 3 milliards de francs CFA par an. Non, on fait pas. L'activité de visa, elle n'est pas organisée pour être rentable. Hein. Ça, je vous rassure tout de suite. D'ailleurs, ça n'est pas nous qui fixons les tarifs, c'est l'Union européenne qui fixe les tarifs parce que ce sont des visas Schengen. Donc on n'est pas en train de faire un calcul en disant on va gagner beaucoup d'argent sur les visas. Non, je ne dis pas que c'est pour gagner de l'argent, je dis que ça fait de l'argent. La vérité, c'est un chiffre qui est là, près de 3 milliards de francs CFA par an gagnés par les services consulaires français sur les demandes de visa. Non, je comprends bien, mais ça n'est pas une activité qui a vocation à être rentable, elle n'est pas calculée pour générer du profit. Et très souvent, d'ailleurs, elle est absorbée très largement par les salaires des gens qui travaillent dans les consulats, dont les 3/4 sont des gens qui sont recrutés localement, au passage. Et ce n'est pas l'objet. Hein. Le service public à la française, il n'a jamais été ni dans cette activité de visa, dans cette activité consulaire de manière générale, ni dans aucune autre activité calculée pour être rentable. Ce n'est pas une entreprise privée, l'ambassade. Ce n'est pas une entreprise privée, le consulat. On parle business toujours, même dans le domaine des transports, parce que le secteur privé sénégalais se plaint beaucoup de la prédominance de la présence massive d'entreprises étrangères, notamment françaises, qui sont au nombre de 250 minimum. Et dans le domaine des transports, on peut donner cet exemple-là. On remarque par exemple que Air France semble vouloir étouffer Air Sénégal, la jeune compagnie qui vient de voir le jour. Dès la naissance d'Air Sénégal, on a tout de suite vu Air France ajouter un deuxième vol quotidien sur la ligne Dakar-Paris-Dakar, qu'elle partage avec Air Sénégal. L'intention, elle est claire, elle est sans équivoque. Vous savez quand même que Air France et Air Sénégal sont liés par un accord de coopération. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne la maintenance des avions. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en concurrence. Non, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est ce que j'allais dire. Ils sont en concurrence. Oui et non. C'est-à-dire que si, je pense, on organise correctement l'activité des 2 compagnies, on peut en faire 2 compagnies qui seront peut-être concurrentes sur une partie de leur activité, mais qui seront complémentaires. Je vous donne un exemple. Ils peuvent être en concurrence sur la ligne Dakar-Paris, Paris-Dakar. Mais ils peuvent être complémentaires dès lors qu'il s'agit, et c'est l'objet, la stratégie même d'Air Sénégal telle que je la comprends, de faire d'Air Sénégal et de Dakar et du Sénégal un hub régional. Air France n'ira pas concurrencer Air Sénégal quand il s'agit de desservir Abidjan ou de desservir une autre destination. C'est ça, je pense, ce qu'il faut qu'on arrive, je pense, à faire, c'est faire que ces 2 compagnies prospèrent l'une avec l'autre. On a un autre intérêt, nous, à voir Air Sénégal prospérer, c'est que les avions qui équipent Air Sénégal sont des Airbus. Tout à fait. Qui sont des avions en partie construits par la France. Pas seulement, mais en partie. Et donc, l'intérêt de la France, c'est non seulement de voir Air France prospérer, mais c'est aussi de voir Air Sénégal prospérer. Parce que plus Air Sénégal prospère, plus, on l'espère en tous les cas, Air Sénégal ira acheter des avions d'Airbus. Les Sénégalais attendent avec impatience le début des rotations du TER, une construction de ce chemin de fer sophistiqué, des entreprises françaises impliquées, Alstom qui a
qui a fabriqué par exemple les voitures, Ouais, du TER, le Mhm. train express régional qui tarde à démarrer, l'impatience des Sénégalais. Quelle est la responsabilité des entreprises françaises dans ces retards dans le démarrage du train express régional? Vous avez raison de dire que beaucoup d'entreprises françaises sont impliquées dans ce grand projet de TER. Une dizaine, vous avez cité Alstom, mais pas seulement Alstom, Eiffage, Engie, Neo, Thales. Au passage, je signale tout de même que ces marchés ne sont pas confiés par je ne sais quelle prébande aux entreprises françaises. Elles participent à des appels d'offres, elles répondent aux appels d'offres et elles sont sélectionnées en fonction de ces procédures de passation qui sont transparentes et parfaitement concurrentielles. Ça, c'est la première chose. Sur le papier, oui. Là- J'ai eu tout un débat autour à l'époque. Non, parce qu'après, il y a des mécanismes... Les offres chinoises beaucoup plus intéressantes aux yeux de l'opinion qui n'ont pas été sélectionnées au profit des entreprises françaises. Vous avez des procédures de passation, au mieux 10 ans ou au moins 10 ans. Et une entreprise qui n'est pas sélectionnée au titre d'une procédure de passation peut tout à fait faire un recours. Elles le font parfois. Et si elles sont dans leur droit est constaté, le marché est annulé, la procédure est recommencée et ainsi de suite. Ça n'a pas été le cas pour le TER. Ça a pu être le cas pour d'autres contrats. On citait Suez. Et manifestement, le contrat de Suez a été confirmé 3 fois, voire 4 fois, voire 5 fois par un juge sénégalais. Je vais répondre à votre question sur le TER. Le retard et la oui, responsabilité oui, des entreprises françaises. Sur le déroulement du chantier. Vous le disiez vous-même, c'est un train d'une très grande sophistication. C'est-à-dire que le Sénégal va disposer d'un train de ce qui se fait de mieux en matière ferroviaire aujourd'hui. Un train de cette sophistication-là, il en circule 2 ou 3 seulement dans le monde. À ma connaissance, un au Danemark. Il n'en circule pas en France. On est à un niveau de sophistication inférieur. Je dis ça parce que du fait de cette sophistication, il y a quand même un certain nombre de garanties à prendre. Premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on est en train de battre presque un record du monde en durée pour la construction de ce train. On a commencé il y a 2 ans. Très très peu de chantiers dans le monde seraient au stade où on en est aujourd'hui à Dakar, c'est-à-dire seraient allés aussi vite dans la finalisation des travaux. Cela étant, moi j'entends l'impatience des gens. C'est vrai que c'est étrange d'aller vers la gare de Dakar et de regarder cette gare, elle est construite. Regardez les quais, ils sont construits. Regardez les rails, ils sont posés. Regardez les rames, elles sont livrées. Et ne pas voir le train démarrer. Il se trouve cependant, quand on discute avec les spécialistes, qu'il reste à faire un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, mais qui sont absolument indispensables pour que le train roule à son maximum de performance et en parfaite sécurité. L'impératif de la sécurité, il est absolu. On va faire circuler 100 000 personnes par jour avec ce train. Il faut que ce soit en parfaite sécurité. Donc je comprends l'impatience. Je comprends aussi tous les désagréments que les gens ont connus au moment de la construction et des travaux. Ça traverse la grosse banlieue dakaroise et bien sûr, l'absence de passerelles. Tout à fait. Donc moi, j'entends ça. Des communes entières coupées en 2 par ce TER. Jusqu'au moment où, en effet, on aura toutes les passerelles qui permettront d'enjamber la voie. Quand est-ce qu'il sera mis? Parce qu'on me pose souvent cette question, mais quand est-ce qu'il va circuler? Je dis déjà, c'est pas l'ambassadeur de France à décider de la mise en service. Le gouvernement parle du mois d'avril. Nouvelle date. Mais c'est pas à moi de dire ça. Ce que je peux dire... Vous pensez techniquement qu'avril, quand je discute, une bonne échéance quand je discute avec les entreprises, elles me disent, vous savez, tout le monde, les entreprises qui construisent, les autorités sénégalaises, les gens qui vont emprunter ce train, tous nous avons intérêt à ce qu'il fonctionne le plus vite possible, dès lors que les conditions de sécurité seront remplies. Alors après, encore une fois, c'est aux entreprises toutes ensemble, à l'agence la PIX, qui supervise le chantier, aux autorités sénégalaises de manière plus générale, à fixer cette date. Ce que je veux dire aussi, c'est que... Avril, vous êtes optimiste. Qu'est-ce que vous disent les entreprises françaises? Je ne pense pas qu'en avril, on puisse avoir une mise en service commerciale définitive. En tous les cas, c'est ce que me disent les entreprises françaises. En revanche, ce que me disent les entreprises aussi, c'est que, et c'est peut-être contre-intuitif pour les usagers que nous sommes, que vous êtes, que je suis, c'est pas le mardi, il n'y a pas de train, le mercredi, il y a un train qui fonctionne à plein régime.
il va y avoir un laps de temps, une période de temps pendant laquelle il va falloir tester le train, il va falloir que les gens s'approprient le train, il va falloir... et avoir toutes les certifications avant. Toutes les certifications. Par exemple, il va falloir... tout le monde pense au train, il va falloir tester la billettique. Et donc, les entreprises sont en train de travailler sur des logiciels très sophistiqués qui vont permettre... parce que 100 000 personnes, il faut avoir ce qu'il faut de matériel informatique installé pour que ça aille vite, que ça débite, en fait. Et donc, elles me disent, certainement à partir d'avril, on va voir le train circuler, mais pas à plein régime, parce qu'il va falloir le tester, et donc il va faire des allers-retours sur sa ligne. Pas de circulation commerciale en avril. Pas de circulation commerciale, mais en revanche, les gens vont pouvoir commencer à voir le train circuler. Ils vont pouvoir s'approprier le train. Ils vont pouvoir rentrer dans le train et faire des trajets, alors qu'ils ne seront pas leur trajet, le trajet quotidien qu'ils feront dans quelques mois, mais on va enfin commencer à voir circuler ce train. J'ajoute une dernière chose sur le TER, c'est qu'il est vraiment vital pour les Dakaroises et pour les Dakarois, ce train. Il va désengorger Dakar. Il suffit d'avoir pris l'autoroute un soir pour sortir de Dakar pour comprendre qu'aux heures de pointe, l'agglomération, comme toutes les grandes capitales du monde, est confrontée à des problèmes de congestion. Ce train-là, quand il va fonctionner à plein régime, et on va s'en rendre compte très vite, permettre de mieux circuler, il va permettre de mieux respirer, il va permettre d'employer. Moi, j'ai rencontré des jeunes conducteurs là, qui ont été recrutés. C'en est un tout jeune qui m'a fait visiter le train. C'était un rêve de gosse pour moi d'aller dans le cockpit du train et puis non pas de le faire circuler parce que je ne suis pas compétent pour ça, mais d'imaginer ce que ça va donner. Et donc, il va y avoir de l'emploi qualifié, de l'emploi durable autour de ce train. Donc, c'est vraiment une belle réalisation. Et je crois que non seulement les entreprises qui l'ont construit, mais tous les gens vont pouvoir se l'approprier et en être très contents. J'ajoute qu'il va y avoir une deuxième phase de TER. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin d'avoir construit les 38 premiers kilomètres, qui sont les plus difficiles, comme vous le disiez, parce qu'ils Dakar Diamniadio. Exactement, parce qu'ils passent le train à travers des zones qui sont très peuplées. Mais il y a 18 km à construire encore, qui sont la partie qui vont aller jusqu'à l'aéroport. Diamniadio à IBD. Exactement. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, et c'est des discussions qu'on a eues à Paris récemment, le ministre des Affaires étrangères sénégalais, Amadou Ba, et puis aussi Amadou Hott, le ministre de l'économie, qui est, il faut finir cette phase 1 jusqu'à Diamniadio, et il faut lancer la phase 2. Pourquoi il faut lancer la phase 2 ? Parce que on a ici, en octobre 2022, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et dans le dossier de candidature de Dakar à l'organisation de ces Jeux, il y avait la réalisation de cette ligne qui ira donc de Dakar à l'aéroport. Techniquement faisable d'ici 2022. C'est 18 km. Il faudra parce que cette date... Il faut lancer le marché tout de suite. Il faut aller vite. Il faut pas tarder à commencer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et les entreprises françaises encore à l'affût pour gagner le marché. Elles sont intéressées parce que c'est aussi une vitrine, ce train. C'est aussi une vitrine. Je répète, c'est un... Voilà pourquoi, Philippe Lalliot, voilà pourquoi cette prédominance de la France dans les activités économiques des pays comme le Sénégal a peut-être aidé à exacerber ce sentiment anti-français sur le continent que d'ailleurs les autorités françaises ont dénoncé récemment, puisque le président Macron a même convoqué des chefs d'État sahéliens pour leur dire d'afficher clairement leur position par rapport à ce sentiment anti-français en Afrique. Je vais vous répondre sur les deux sujets parce que ce ne sont pas exactement les deux mêmes sujets. Sur les entreprises françaises, on a de belles entreprises en France, avec des savoir-faire qui sont parfois uniques au monde. Et donc, on est aussi heureux. Ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, mais non seulement je ne peux pas dire le contraire, mais on en est très fiers. Il faut qu'on le soit. Et on est aussi très fiers de réaliser ce genre de... Moi, quand vous dites que c'est deux sujets différents. Ouais, c'est deux sujets qui vont ensemble. Ici, au Sénégal, on a un collectif qui s'appelle Frappe France Dégage. Mais je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est un peu différent, parce que je pense qu'il est plus large que le seul sujet des entreprises françaises. Et de ce fait-là, il est peut-être plus grave. Je donne l'exemple de Frappe France Dégage. Ouais.
dont l'un des membres fondateurs est l'activiste Guy Marius Sagna, écroué depuis plus de 2 mois d'ailleurs pour une tentative de manifestation devant le palais présidentiel sénégalais contre les dernières hausses sur les tarifs de l'électricité. Cet emprisonnement des opposants et des associations ont affirmé que la France est derrière, que Paris a mis la pression sur Dakar pour le maintien de Guy Marius Sagna en prison. Que répondez-vous ? Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête, tout simplement. Sur Frappe France Dégage, très franchement, je trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux et des ambitions de la relation entre le Sénégal et la France. Moi, je pense que les Sénégalaises et les Sénégalais méritent mieux que ça. Le Sénégal n'a pas besoin d'un bouc émissaire. Ce sont des opinions à respecter, non ? Bien sûr, je vais y venir. Le Sénégal n'a pas besoin d'un bouc émissaire, le Sénégal a besoin de partenaires. Et je dirais que la seule ambition française, c'est de continuer à être ce premier partenaire, ce partenaire de confiance et ce partenaire d'amitié. Et je ne dis pas ça par langue de bois. Maintenant, j'entends ce discours. Et je l'entends parce qu'il fait des scores qui sont des scores importants au moment des élections. Notamment, s'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on doit l'entendre, ça serait celle-là. Je dis simplement qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais moi, je ne suis jamais pour l'exclusion. Et je crois qu'on se grandit, au contraire, à essayer de construire des choses ensemble. En France, ça expulse des étrangers. Et j'y venais. Je crois que c'est l'expression sénégalaise de populisme qu'on constate dans d'autres pays. Et je vous dirais la même chose de certains mouvements populistes en France, ou qu'on voit fleurir d'ailleurs dans beaucoup de pays, sinon tous les pays. Je pense qu'on a tous autre chose collectivement à faire, compte tenu des défis auxquels collectivement on est confronté. On a tous autre chose à faire que de mariner dans ce genre de récrimination. Mon job, mon métier en tous les cas, c'est de faire en sorte que cette relation si particulière entre la France et le Sénégal, elle continue à prospérer. Du point de vue du respect des libertés, que pensez-vous de l'incarcération de Guy Marius Sagna ? Moi, je ne vais pas prendre position, ce n'est pas mon rôle, ça ne vous étonnera pas d'ailleurs, sur des questions qui sont vraiment de politique intérieure sénégalaise et qui sont des questions et des débats, je pense, pour les Sénégalaises et les Sénégalais. La France a été toujours regardante sur les questions de démocratie et de liberté. Non, mais c'est ce que j'allais vous répondre. Cette affaire ne devrait pas peut-être faire exception. Non, mais c'est ce que j'allais vous répondre. C'est ce que j'allais vous répondre. Je ne prendrai pas position sur les sujets polémiques de politique intérieure sénégalaise. En revanche, et c'est ce que vous disiez à l'instant, bien évidemment que la France, et c'est des positions constantes qu'on a toujours tenues, défend les libertés fondamentales, tout ce qui fonde, nourrit et fait vivre l'état de droit et la démocratie partout, quel que soit le pays, quelles que soient les circonstances. Ces droits, ils trouvent à s'exercer en conformité avec les lois et les règlements et les règles en vigueur dans le pays considéré. Vous citez le Sénégal, mais c'est le cas dans tous les pays du monde, y compris en France. Et donc, oui, il y a une liberté d'expression. Oui, il y a une liberté d'opinion. Oui, il y a une liberté de manifestation, en France comme au Sénégal, parce que ce sont deux grandes démocraties. Mais il y a des limites à ça. Et les limites, c'est pas de violence, pas de discours d'incitation à la violence, pas de menace à la sécurité des personnes ou des biens, etc. etc. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Lorsque vous souhaitez manifester, ce droit est un droit fondamental, consacré par la Constitution ou par la loi, en France ou au Sénégal, mais il trouve à s'exercer selon certaines modalités qui sont aussi fixées dans la loi. Et donc, vous devez déclarer la manifestation, vous devez déclarer le trajet de la manifestation. Si je vous dis ça, ce n'est pas en référence à des choses qui se sont passées ici, c'est par référence à des choses qui se sont passées dans mon pays. Donc, encore une fois, et c'est la grande
beauté et difficulté de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des droits fondamentaux sur lesquels on ne peut pas céder, on ne peut pas compromettre. Mais justement, pour pouvoir les préserver, il faut qu'ils s'exercent dans le respect de principes et de règles qui sont tout aussi importants. Est-ce qu'en France, on aurait arrêté quelqu'un qui vient devant l'Élysée pour manifester la hausse sur un produit de consommation? On va éviter de faire de la politique fiction. C'est difficile de répondre à une question qui est une question hypothétique, sinon je vais vous faire une réponse hypothétique. Ce que je peux vous dire, c'est que tout dépend des circonstances. Tout dépend des circonstances. Le débat sur les troisième mandat en Afrique, Philippe Lalliot, des sujets qui tiennent à cœur la France aussi. Vous tenez à me parler de politique intérieure, voilà. Mais là aussi, je vais vous faire une réponse qui est une réponse très honnête. Je crois que le président Macky Sall s'est exprimé à ce sujet. Et que c'est une question et un débat pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Pas pour l'ambassadeur de France au Sénégal. Le Sénégal et plusieurs autres pays africains, notamment francophones, tentent cependant, pour retourner à la coopération, ces pays de diversifier la coopération. La Chine, c'est un bel exemple, et cela depuis plusieurs années maintenant. La Turquie, avec les visites d'ailleurs récurrentes du président Erdogan, qui lors de son dernier voyage à Dakar, il y a quelques jours, a obtenu la signature de plusieurs conventions. Il était venu avec une armée d'hommes d'affaires turcs. Cela inquiète-t-il la France? La France ne risque-t-elle pas de perdre sa place de premier partenaire du Sénégal? Non, mais et encore une fois, nous ne craignons pas la concurrence et nous ne souhaitons pas une situation de rente. Et donc, nous comprenons tout à fait que le Sénégal, et ce sont des positions d'ailleurs qui ont été exprimées de manière très claire par le président Macky Sall, que le Sénégal veuille diversifier ses partenariats, aille chercher la meilleure compétence qui peut lui être utile là où il estime pouvoir la trouver. Et donc, vous me citez la Turquie ou la Chine, moi je pourrais ajouter le Maroc. Et justement, les Africains, qui essaient de gagner des parts de marché. Les Marocains sont bien implantés. Dans le secteur de la cimenterie, le Nigérian Dangote essaie de bousculer la hiérarchie dominée depuis longtemps au Sénégal par Sococim, filiale du groupe français Vicat, par exemple. Mais encore une fois, nous trouvons cela normal. Et ça nous pousse certainement à être meilleurs encore. Et quand je vois le patron de Vicat, de Sococim, il me dit pas autre chose. Il me dit mais Dangote, c'est très bien. Mais moi j'estime que mes ciments sont les meilleurs du monde. Et donc je vais essayer de les vendre comme les meilleurs du monde. Et je vous cite l'exemple de Vicat. Intelligente pub de votre part. Et maintenant le pétrole. Oui. Rufisque Offshore, Total, et même des entreprises françaises qui sont impliquées dans d'autres projets gérés par des filiales britanniques, américaines. Oui, vous aurez remarqué que ce n'est pas les Français qui ont mis la main sur le pétrole et le gaz sénégalais, là, pour le coup. Ce qui montre bien... Ils sont là. Ouais. Oui, non, mais ce qui montre bien... Très présente aussi. Non, mais ce qui montre bien, vous citiez Total, mais on pourrait citer Technip aussi. De façon flagrante et en sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin, il n'y a pas de... Non, en revanche, déjà, je pense que c'est une grande chance pour le Sénégal. Même sur les projets de BP, on a vu des entreprises françaises là-dedans. Oui, non, mais il faut se réjouir. Je lisais récemment dans la presse, dans un quotidien que je ne citerai pas, des déclarations du patron de BP qui disait 80% reviendra au Sénégal. Et c'est très bien comme ça. C'est une source de revenus, de richesse qui est de nature à radicalement changer les choses. Que les entreprises, que les grandes majors françaises s'y intéressent, c'est normal. Je veux dire par là qu'il serait même étrange qu'elles ne s'y intéressent pas. Après, encore une fois, BP emporte le marché, très bien. Dès lors que ça se fait dans des conditions de concurrence, de transparence, nous, ça ne nous pose pas de problème. Là où ça nous poserait un problème, c'est si ça ne l'était pas transparent. Mais si toute entreprise est la bienvenue, mais c'est le cas pour le Sénégal, comme c'est le cas pour la France. Si vous regardez les chiffres de l'économie française, c'est une économie qui est très ouverte à l'international et qui accueille les investissements étrangers avec plaisir. Donc, c'est le type, je crois, c'est la caractéristique d'une économie moderne que d'aller chercher la compétence là où elle se trouve.
Philippe Lalliot, l'ambassadeur de France au Sénégal et l'invité du grand jury d'RFM. Celui que vous avez remplacé à Dakar, Christophe Bigot. Oui. Il est devenu l'envoyé spécial de la France au Sahel. C'est vrai. Le terrorisme dans le Sahel continue d'être une énorme équation et pour tout le monde. La France vient de décider d'augmenter de 600 soldats supplémentaires ses troupes de l'opération Barkhane, lancée en août 2014 après les opérations Serval et Épervier. L'enlisement de la France au Sahel, non? Je crois que la situation, de manière générale, est très préoccupante dans la région. Je crois qu'il faut commencer par dire ça. Et elle est préoccupante dans des pays qui sont les pays voisins du Sénégal. Et il faut relever que le Sénégal, pour l'instant, en tous les cas, est à l'abri de ces mouvements terroristes. Et pas par hasard. C'est l'effet, notamment, de l'action des forces armées sénégalaises qui sont arrivées à sécuriser les frontières du pays. C'est une situation inquiétante parce qu'on sent qu'elle tente à gagner, à partir du Mali, d'autres pays de la région. On peut penser au Burkina Faso, on peut penser au Niger également. C'est cette dégradation de l'environnement régional qui a justifié l'invitation du président de la République, Emmanuel Macron, à ses homologues du G5. Au sommet de Pau. Hein. Au sommet de Pau, il y a quelques Vous évoquez le Sénégal. Les services français collaborent étroitement et beaucoup avec les renseignements sénégalais. Souvent, vous prévenez vos ressortissants d'éviter certains endroits parfois. Et ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler. Ça veut dire que le niveau d'alerte actuel pour le Sénégal, au sujet de la menace terroriste, il est soft et il n'est pas aussi inquiétant. Alors, sur les deux points que vous évoquez, il y a en effet une coopération très étroite avec les forces armées sénégalaises dans toutes ses composantes. Pour le dire autrement, le Sénégal est pour nous un partenaire essentiel dans ce domaine aussi de la lutte contre le terrorisme et de manière générale un partenaire essentiel pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Il faut rappeler les efforts du Sénégal, notamment au sein de la MINUSMA au Mali. Il faut rappeler... Depuis 2013. Depuis 2013. Il faut rappeler, c'est le premier contingent francophone de la MINUSMA, il faut rappeler le coût que le Sénégal a payé dans les opérations de maintien de la paix. Je pense à la RCA, où vous avez perdu 4 hommes dans un accident d'un hélicoptère, comme nous en avons perdu 41 depuis 2013 au Mali. 41 de nos hommes sont tombés au Mali, dont 13 encore tout récemment. Donc oui, et c'est le premier point que vous évoquiez, la coopération, elle est très étroite. C'est ce qui explique aussi les éléments français au Sénégal qui sont présents ici, 450 de nos hommes, qui font de la formation dans toute la région, mais principalement ici au Sénégal. La situation au Sénégal, là encore une fois, c'est pas l'ambassadeur de France à la qualifier. Ce que je peux dire, il n'y a pas de pays qui puisse se considérer à l'abri. Et c'est le représentant d'un État qui a été frappé plusieurs fois sur son sol, parfois par des attentats qui ont causé les plus improbables. Il y en a eu à Nice, il y en a eu à Paris, il y en a eu sur les marchés de Noël à Strasbourg. Bref, parfois c'est 2 vies ôtées, parfois c'est plusieurs dizaines. Donc je vous le dis avec beaucoup de solennité, aucun pays aujourd'hui au monde ne peut se considérer à l'abri de ce genre d'attaques. Maintenant, on fait tout pour les éviter, ces attaques. Et c'est du renseignement, c'est de la formation, c'est de la coopération. Et c'est ça qui explique aussi que le Sénégal soit dans la situation où il est aujourd'hui, de n'avoir pas connu sur son sol d'attaques terroristes. Et j'espère que ça va rester longtemps comme ça. Philippe Lalliot, merci. Merci d'être venu devant le grand jury d'RFM. Vous êtes l'ambassadeur de France au Sénégal depuis octobre. Merci.